climat du jour avec Rebecca Thyssen au menu ce soir. Devant l'urgence climatique, de plus en plus de scientifiques tentés par la radicalité. Salut Rebecca. Bonsoir Nicolas. Je vous laisse boire d'abord une gorgée d'eau avant votre chronique. Merci bien. Et donc on va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de science et climat. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté le dernier rapport du GIEC. Je voudrais plus précisément parler aujourd'hui de scientifique et climat, parce que la relation entre les deux n'est pas toujours évidente, contrairement à ce qu'on peut croire. J'allais dire, pourtant, on a l'impression que les scientifiques sont de plus en plus présents dans ce débat sur le climat. Alors oui, évidemment, d'un côté, on les voit de plus en plus dans les médias, dans le grand public, ça vulgarise et c'est très positif. Mais d'un autre côté, on se rend compte, et c'est un phénomène de plus en plus présent, que les scientifiques, en tout cas une partie de la communauté scientifique qui travaille sur le climat, est de plus en plus désespérée face à l'inaction climatique d'un côté et face aux conséquences de plus en plus visibles de l'autre. Et donc on voit que la désobéissance civile ne cesse de prendre de l'ampleur parmi ces scientifiques qui en fait ont tout simplement marre de crier dans le désert et se sentent totalement impuissants. Un témoignage intéressant, c'est Rose Abramoff, qui est biogéochimiste américaine, qui témoignait la semaine passée dans Le Monde. Pour parvenir à continuer mon travail, je devais dissocier les données scientifiques du futur terrifiant qu'elles représentaient. Je me sentais impuissante. Seuls mes pairs lisaient mes articles qui ne semblaient pas d'avoir d'effets tangibles. Et que font-ils ces scientifiques rebelles, ces biogéochimistes? Alors, comme d'autres rebelles dans le monde, ils s'organisent. Donc, ils ont créé le mouvement Scientist Rebellion, qui fait écho évidemment à Extinction Rebellion, un mouvement de désobéissance civile très connu. Et ils sont déjà à un total de nombreuses actions un peu partout dans le monde. De l'enchaînement dans un aéroport de jet privé, à l'invasion du tarmac de Paris-Roissy, tentative de blocage de la construction d'une mine en Allemagne. Et il y a aussi une action qui a été assez marquée et relayée médiatiquement. En avril dernier, on a vu une série de scientifiques, dont le scientifique Peter Kalmus, qui se sont enchaînés aux portes de JP Morgan Chase, qui est donc un des plus gros investisseurs dans les énergies fossiles au monde. Et la vidéo qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux, elle a été vue plus de 2 millions de fois, c'est ce scientifique en larmes qui prend la parole devant les médias et qui dit qu'il est désespéré à quel point lui et ses collègues sont totalement ignorés, en disant « On a tenté de vous alerter depuis tellement d'années, nous avons été ignorés ». Ça vous rappelle sans doute un certain film. Et alors vous parliez, oui bien sûr, et alors vous parliez de ces actions, est-ce que ça a déjà entraîné des conséquences pour ces scientifiques rebelles? Oui, bien sûr, il y a les conséquences classiques d'interpellation dans ces cas-là, arrestation administrative, garde à vue, etc. Mais il y a un épisode récent qui a vraiment chamboulé la communauté scientifique. En octobre dernier, il y avait un grand sommet américain qui a rassemblé plus de 25 000 chercheurs. Et vous savez, dans une carrière scientifique, ces sommets-là sont essentiels pour mettre en avant sa recherche. Et donc, Peter Kalmus, dont je viens de parler, et Rose Abramoff, dont je citais le témoignage, ont brandi une bannière, attention, disant « Sortez de vos labos, allez dans la rue ». Et quelles ont été les réactions? Alors, les réactions ont été plutôt virulentes. Donc, d'une part, ils ont été expulsés manu militari du séminaire. On les a directement rayés du programme et donc leurs contributions ont été effacées. Et comme je le disais, ça a un impact direct sur leur carrière. Et puis, il y a une enquête interne qui a été menée. Quelques mois plus tard, et c'est là qu'on a senti le choc total dans la communauté scientifique, Rose Abramoff a perdu son emploi. Et donc, du coup, il y a 1500 chercheurs de 37 pays qui ont écrit le 26 janvier dernier une tribune dans Le Monde en dénonçant ces représailles qui étaient totalement injustes et disproportionnées. Parce qu'en fait, en filigrane de ça, les scientifiques commencent à se poser la question de si jamais ils osent s'exprimer ou s'engager dans un plaidoyer politique qui est non officiellement approuvé par leurs instances, ils risquent en fait de menacer toute leur carrière. Et donc on a vu les conséquences parfois profondes. Qu'est-ce qui pousse ces scientifiques à prendre de tels risques? C'est une bonne question parce que je pense qu'en fait, on comprend très mal la situation dans laquelle ces chercheurs et ces chercheuses se trouvent. Déjà, on peut s'imaginer le climat anxiogène dans lequel ils se trouvent. C'est les personnes qui sont au plus proches des données et de la réalité de la crise climatique. Leur rôle est d'étudier, de rédiger des rapports, de les partager avec les pairs. Donc, quotidiennement, ils sont confrontés aux conséquences très, très claires de la crise climatique. Mais pourtant, ils sont confrontés aussi, de manière tout aussi similaire, à l'inaction et à l'inertie du système. Donc, on peut imaginer un peu leur état de panique face à cette situation-là. Ensuite, ils disent aussi souvent ressentir un réel décalage de communication entre d'un côté la communauté scientifique et les médias et le politique. Et là, on peut se poser la question dans les deux sens. Est-ce que les scientifiques sont capables de communiquer correctement sur les enjeux climatiques? Et il y aurait peut-être un effort supplémentaire de vulgarisation, même si on voit que ça évolue. Et à l'inverse, est-ce que nos politiques et les médias comprennent suffisamment finement les enjeux réels de la crise climatique? Entre nous, je n'en suis pas certaine. Et alors, question sous-jacente, est-ce qu'au fond, les scientifiques peuvent être militants?
C'est ça vraiment la question, je pense, de cette chronique. On peut se le demander. Est-ce que c'est le rôle des scientifiques de rester froids, distants, rationnels? Est-ce qu'ils sont moins crédibles lorsqu'ils laissent paraître leurs émotions? On sait que la communauté scientifique, un peu comme les médecins peut-être, c'est encore une profession dans laquelle le public, le grand public, a confiance. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils perdent cette confiance en devenant militants? Alors certains scientifiques disent que oui, ils craignent vraiment l'atteinte à leur réputation, à leur institution. Ils risquent de brouiller la valeur de l'expertise scientifique aux yeux des décideurs politiques et économiques. Mais à l'inverse, toute une branche de la communauté scientifique dit que justement, c'est grâce à cet engagement-là qu'ils vont pouvoir montrer la gravité de la situation parce que ces actions sont portées au final par des scientifiques parfois qui sont vus comme modérés et prudents. Et il y en a même qui vont encore plus loin et qui disent que c'est une question de crédibilité au final. S'ils parlent, s'ils sont tellement au fait de la crise climatique, ils doivent agir en accord avec ces alertes écologiques. Et donc ils disent, si les scientifiques crient au feu et se rassoient au lieu d'aller chercher de l'eau, comment peut-on les considérer comme crédibles ? Votre conclusion, Rebecca? Alors, on a souvent tendance à imputer le principe de neutralité aux scientifiques comme une valeur fondamentale de la science. Or, en fait, on se rend bien compte que celle-ci n'existe pas. Ce qu'on demande aux scientifiques, ce qu'on attend d'eux, c'est d'un traitement des données rigoureux, une méthodologie claire et une objectivité dans leur travail. Donc la question, c'est est-ce que protester empêche de faire tout cela ? Donc moi, je pense que l'inaction climatique, elle pousse de plus en plus de personnes vers la désobéissance civile. On en a déjà parlé dans plusieurs chroniques. Et donc, c'est loin d'être étonnant, au final, que les scientifiques rejoignent ce mouvement-là. Donc je dirais qu'avant de nous écorcher sur les modes d'action, leur justesse, on en parlait beaucoup avec les jeteurs de soupe, peut-être qu'il faudrait se concentrer sur l'inaction maladive qui existe aujourd'hui sur le débat climatique et qui reste la norme. Et je pense que c'est là qu'est le vrai débat. Merci Rebecca.